Alors, bonsoir à tous et bienvenue pour cette première séance de cette saison. On est donc le 2 novembre 2023. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir et surtout d'accueillir avec nous le docteur Vincent Rouillet qui a accepté gentiment de faire cette présentation autour du thème du genre et transidentité. Je vous les présente un petit peu, après je vous laisse la parole. Donc, Dr Vincent Rouillet est un pédopsychiatre, praticien hospitalier au centre hospitalier de Chartres. Il est spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement. Il exerce également les fonctions de coordinateur de la filière autisme du département d'Eure-et-Loir et du centre du langage et des apprentissages du département d'Eure-et-Loir. Il est aussi praticien attaché à l'hôpital Robert Debré à Paris. Je pense que je n'ai rien oublié. Docteur Non, Rouillet, non, un grand merci vraiment d'être présent parmi nous ce soir pour débuter cette saison. Et je vous laisse la parole. Donc, comme d'habitude, on aura le temps que vous voulez, à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20, 30, super. tout Ouais. dépend de vous. Et après, on Alors, prendra un temps de partage de questions. d'accord, très bien. Il faudra peut-être m'arrêter parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Il y a énormément de choses à dire. Alors, je voudrais pas qu'on manque de temps non plus. Donc, si jamais vous voyez que au bout d'un moment, j'ai encore des choses à dire, il faudra m'arrêter pour qu'on laisse la place aux questions. Tant pis, on Pas de n'épuisera problème. peut-être pas le sujet aujourd'hui. Voilà. Donc, le père Maroud m'a très bien présenté. Je voudrais juste préciser deux ou trois petites choses par rapport à qui je suis et, et d'où et d'où je viens. J'ai été formé en tant qu'interne, puis ensuite chef de clinique à l'hôpital Robert Debré, qui est un hôpital qui a une option un peu particulière, c'est-à-dire que généralement la plupart des pédopsychiatres sont quand même très souvent d'obédience psychanalytique. C'est pas le cas à Robert Debré. L'obédience de Robert Debré est très neurodéveloppementaliste et très, je dirais, cognitivo-comportementale également. Donc moi, c'est mes références, c'est l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur des preuves. On va voir que ça a une importance dans la conférence que je vais vous faire parce que j'ai essayé de chercher effectivement quelles étaient les preuves qui sous-tendaient certaines pratiques actuelles. Et on va voir que ces preuves sont extrêmement faibles et que ça pose de gros problèmes. Puisque, alors je ne me souviens plus de l'intitulé exact de cette conférence, mais à un moment donné, j'ai parlé de médecine sous influence parce que on va voir que la pratique médicale euh, autour de ce sujet est extrêmement influencé par des idéologies. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, donc, ça me tenait à cœur de parler de ce sujet. D'autres personnes, d'autres pédopsychiatres sont également impliqués dans ce thème. Je pense en particulier à Caroline Eliatchev, qui, elle, est psychanalyste. Hein. Donc, je ne suis pas du tout contre elle. Hein. Au contraire, on a la même optique et la même vision, mais on vient d'horizons, on va dire, un peu différents. Voilà. Comment j'en suis venu à m'intéresser à cette question? Eh bien, parce que on m'a contacté il y a à peu près 2 ans au sujet d'un reportage qui s'appelait Petite fille et qui était qui était passé, je crois, sur une chaîne de grande écoute, un reportage qui parlait de la transition d'un petit garçon de 8 ans qui était présenté comme quelque chose d'un peu, on va dire, idyllique, voilà, enfin, sous un aspect très positif. On présentait une famille un peu formidable qui se heurtait aux aux méchants transphobes qui était l'école de cet enfant, qui se trouvait être une école privée euh, privé sous contrat. Hein. Et j'ai été contacté par le directeur de cette école parce qu'ils étaient assez désemparés en fait par la façon dont le reportage les a traités et parce qu'ils voulaient savoir un petit peu comment se positionner par rapport à cette situation. Ce qui m'a
poussé au départ à faire pas mal de recherches sur le sujet. Et puis, j'ai été aussi touché par des amis qui ont été personnellement touchés dans leur famille par des cas très douloureux, très douloureux. Euh, je ne vais pas développer ici parce que c'est assez scabreux et sordide. Et ça m'a poussé à essayer de me renseigner un petit peu plus, non seulement sur ce qu'on savait au niveau scientifique, quelles étaient les études qui avaient été poussées, etc., mais aussi à avoir les témoignages de ces personnes. Et je suis allé chercher sur les réseaux sociaux. Et puis, et là, sur les réseaux sociaux, j'ai découvert un autre phénomène qui est beaucoup plus récent, qui remonte à moins de 5 ans, qui est le phénomène de la détransition. C'est-à-dire que vous avez certains jeunes qui ont été engagés dans ce processus transgenre, hein, dans un processus de transition, qui ont pris des hormones, parfois sont allés jusqu'à des chirurgies, et puis ont regretté. Hein. Parfois quelques années après, parfois de très nombreuses années après, ce phénomène de détransition est un phénomène qui est en pleine expansion. Hein. C'est en train de grandir de façon exponentielle. J'aurai, je pense, l'occasion d'en reparler. Et je me suis beaucoup intéressé aux personnes détransitionneuses. Hein. Pourquoi? Parce que dans mon optique, il y avait le fait que, voilà, enfin, j'entendais beaucoup dire, lorsque je regardais sur les réseaux sociaux, certains disaient oui, mais les détransitionneurs ne sont pas des vrais trans, ils ne sont pas des vrais transgenres, etc. Ils n'ont pas une vraie dysphorie, hein, je vais aborder ça juste après. Or, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est si effectivement il y avait des gens pour lesquels ça valait le coup de leur proposer effectivement une transition de genre. Est-ce qu'ils allaient vraiment se suicider, comme on dit? Enfin bon, et est-ce qu'il y avait des critères qui permettaient de repérer des gens pour lesquels c'était valable et des critères qui permettaient de repérer des gens pour lesquels c'était pas valable et qui étaient susceptibles après de détransitionner. Et ce que j'en ai conclu, mais j'espère avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est qu'en fait, il n'y a absolument aucune différence entre les transitionneurs, les gens transgenres et les détransitionneurs. C'est-à-dire, c'est exactement les mêmes, c'est les mêmes histoires. Alors, c'est des histoires très compliquées, très différentes les unes des autres, mais on retrouve les mêmes mécanismes. On retrouve des dysphories qui parfois sont extrêmement intenses chez des détransitionneurs. Il y a la seule différence, je dirais, c'est une prise de conscience extrêmement lucide chez les détransitionneurs, alors que les gens qui continuent à vivre en étant transgenres, euh, euh, d'une certaine façon, parviennent à rester dans un certain déni de la réalité. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu du vocabulaire parce que on utilise, y compris dans les médias, mais sur les réseaux sociaux énormément, pour ceux qui fréquentent ces réseaux sociaux, parce que les jeunes les fréquentent beaucoup. Et c'est important parce que ça véhicule vraiment une idéologie à travers un vocabulaire extrêmement subversif. Et comme vous savez, comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter un peu plus de souffrance au monde. Et c'est à travers la manipulation du vocabulaire que on manipule les esprits. Et malheureusement, ce sont des esprits jeunes, de jeunes adolescents ou jeunes adultes qui vont mal dans leur tête. Ça, je le précise. Je ne pense pas qu'il y ait de gens trans sans qu'il y ait vraiment de sérieux problèmes de santé mentale. Alors d'abord, je voudrais parler du terme trans parce que ce terme trans ou transgenre qu'on utilise maintenant est utilisé comme un parapluie. En fait, ça veut dire tout et rien.
ça désigne plein de gens. Et il n'y a aucun critère autre que l'auto-identification. Vous êtes, en gros, vous êtes transgenre si vous pensez que vous l'êtes. Il y a absolument aucun critère diagnostique. Euh, et ça, c'est absolument terrible parce que euh, n'importe qui, n'importe quel adolescent mal dans sa peau peut s'auto-identifier et en plus va être encouragé souvent par des communautés en ligne à s'auto-identifier comme trans ou transgenre. Voilà. Alors, il n'y a absolument aucun critère qui vous permette de dire que vous êtes transgenre, si ce n'est le fait que vous pensez que vous l'êtes. Euh, alors que je pense que le mot transgenre devrait être réservé à des gens qui ont débuté un processus de transition sur lequel je vais revenir. Euh, je voudrais juste vous parler de l'évolution de ce concept parce que jusqu'à la fin du XXe siècle, on parlait de transsexualité et c'était quelque chose de très rare. C'est une pathologie qui concernait à peu près une personne sur 11 000, ce qui est vraiment quelque chose de rare. Et on en entendait très très peu parler, c'était anecdotique. Les premiers cas historiquement qui ont été médiatisés, ça concerne des cas qui sont apparus dans la première partie du XXe siècle. C'est-à-dire quand je parle de cas de médiatisés, c'est-à-dire des cas qui ont été pris en charge par la médecine. Hein. C'est important parce qu'avant, la médecine ne prenait pas en charge ces cas. Premier cas, donc début du première partie du XXe siècle, le premier cas célèbre en tant que trans de homme vers la femme, ce qu'on appelle des MTF, male to female. C'était un artiste danois qui, alors je me souviens plus de son nom d'homme, mais il se faisait appeler Lili Elbe. Hein, donc ça, c'est en gros la première partie du XXe siècle. C'est l'un des premiers à avoir été médicalisé, à avoir pris des hormones, à avoir subi une chirurgie, et ça s'est très mal fini pour lui parce que il a voulu se faire greffer un utérus, il a fait une réaction de rejet et il en est mort. Et puis, vous aviez donc le deuxième cas, à peu près vers la même période, c'était une Britannique qui s'appelait, donc de son nom de trans, Michael Dillon, qui était donc une trans FTM, donc female to male, et donc c'était à peu près vers la même époque. Voilà. Euh, les idéologues du genre vont vous dire que historiquement, ça a toujours existé. Alors, c'est pas les trans qui ont toujours existé. Les personnes transgenres n'ont pas toujours existé. Elles n'ont existé que depuis qu'il y a eu une médicalisation de ce qu'on peut appeler la dysphorie de genre ou d'une certaine façon la non-conformité de genre. Vous avez toujours eu dans toutes les sociétés, à toutes les époques, des gens qui n'étaient pas conformes à ce qu'on attendait de son sexe de naissance. Hein. Et ça a toujours existé. Alors, les sociétés traditionnelles se débrouillaient pour leur trouver une place, pour leur trouver une, pour leur trouver effectivement une place dans la société. C'était plus ou moins accepté. Dans les sociétés occidentales, par exemple, vous aviez un phénomène qui existe encore, d'ailleurs à Naples, qui est celui des feminelli, je crois. C'est-à-dire, ce sont des hommes hein, qui vivent comme des femmes, en s'habillant comme des femmes, en ayant des activités sociales de femmes, mais qui ne prennent pas d'hormones, qui ne sont pas opérées. Voilà. Vous aviez ces fameux, comment on dit, chez les Amérindiens, je n'arrive plus à trouver le terme, mais enfin, vous aviez dans la société amérindienne des personnes comme ça qui étaient repérées des berdaches. Je pense que c'est ça le terme. Hein. Vous aviez dans ces sociétés-là des personnes qui étaient repérées comme étant des hommes, mais qui n'étaient pas, voilà, qui avaient des caractéristiques féminines.
Donc ça, c'est quelque chose. Alors je crois aussi qu'on trouve dans les Balkans, à l'inverse des femmes, hein, qui vivent comme des hommes ou qui sont reconnus comme des hommes dans certaines sociétés des Balkans. Euh, donc on avait une place pour ces gens-là, hein. Mais on ne peut pas à proprement parler de transidentité. Moi, je pense que si on veut être très précis, il faut parler de gens qui ont des non-conformités de genre. Voilà. Et qui, ayant une place dans la société, n'en souffraient pas forcément, hein. Euh, euh, et le problème, c'est que ces personnes-là, dont on a des traces dans l'histoire, dont on a des traces dans les différentes civilisations, vous avez une réinterprétation idéologique de ces phénomènes, hein, avec une lecture anachronique de faits qui sont passés, hein. Alors, je sais plus, j'avais entendu une histoire aussi une histoire médiévale d'une femme qui s'était cachée dans un monastère en se déguisant en homme, enfin euh, pour des raisons. Je ne sais plus quelles étaient les raisons, mais enfin bon, ça n'avait absolument rien à voir avec le fait de se sentir mal dans son corps sexué, hein. Et tous les idéologues du genre vous réinterprètent tous ces phénomènes comme étant des personnes transgenres. Alors, comme je vous disais, je pense, moi, que le terme de trans devrait être réservé qu'à des personnes qui se sont engagées dans un processus de transition. Donc, dans ce processus de transition, vous avez plusieurs étapes. Vous avez une première étape qui est celle de la transition sociale, c'est-à-dire qu'on va changer de nom à l'état civil. Donc, ces étapes peuvent avoir lieu de façon successive ou en même temps, hein. Euh, donc, transition sociale, c'est-à-dire transition légale, hein, changement de prénom, changement d'état civil. Transition médicale, c'est le fait de prendre des hormones qui sont celles de l'autre sexe, hein. Si vous êtes un homme, vous allez prendre des estrogènes. Si vous êtes une femme, vous allez prendre de la testostérone. Très souvent, cette prise d'hormones s'accompagne en même temps de médicaments qui sont des bloqueurs qui vont stopper votre production endogène d'hormones tant que vous n'êtes pas opéré, c'est-à-dire que vous avez toujours vos propres gonades, si vous avez toujours vos testicules ou toujours vos ovaires, on va vous donner en plus des traitements, c'est pas anodin tout ça, hein. Je reviendrai quand il s'agit de mineurs, mais qui sont des traitements qui sont des bloqueurs de votre production d'hormones endogènes. Voilà. Euh, donc, transition médicale, transition chirurgicale. Donc, pour ce qui concerne les hommes, donc, il va s'agir parfois, effectivement, alors, les hommes, c'est dantesque, hein, comme les prises en charge chirurgicales, c'est absolument abominable. Donc ça peut concerner d'abord l'aspect facial, puisque enfin beaucoup d'hommes se font faire ce qu'on appelle des chirurgies de féminisation faciale, hein. Donc souvent il s'agit de rhinoplastie, mais parfois ça va concerner effectivement, on va abraser ou araser la pomme d'Adam. On va également essayer de réduire ça peut aller jusqu'à des chirurgies mandibulaires, hein, de façon à réduire effectivement l'aspect carré de la face masculine. Donc, vous avez ces chirurgies aussi, chirurgie frontale pour diminuer la proéminence des orbites. Euh, voilà, enfin, c'est quelque chose quand même qui est très, très, très particulier, très lourd aussi. Donc il s'agit donc de la chirurgie faciale. Vous pouvez avoir une pose d'implant mammaire chez les hommes et vous pouvez également avoir donc ce qu'on appelle, alors il y a plusieurs étapes. Vous pouvez avoir certains hommes ne demandent que ce qu'on appelle une orchidectomie, qui est une castration.
hein. C'est juste une castration, mais ça leur permet de ne plus produire de testostérone et donc de ne plus avoir à prendre de bloqueurs. C'est pour certains un intérêt. Donc ça, je dirais que c'est la partie la moins horrible. La partie la plus horrible, c'est ce qu'on appelle des vaginoplasties, de façon très impropre, parce que on ne peut pas créer un vagin chez un homme. Un vagin, c'est un organe féminin qui a une paroi musculaire, qui est couvert d'une muqueuse, qui est un organe complexe. Ce qu'on va créer chez un homme, c'est une cavité qui va être au mieux recouverte par la peau du pénis inversée. C'est-à-dire qu'on va enlever le pénis et on va inverser, donc créer une cavité dans laquelle qu'on va recouvrir par la peau du pénis inversé. Et dans le comble de l'horreur, c'est que dans certains cas, et en particulier je vais vous parler tout à l'heure des mineurs, des enfants, à qui on donne des bloqueurs de puberté, donc qui vont empêcher le développement des organes génitaux. Lorsque vous avez un tout petit pénis parce que vous avez pris des bloqueurs de puberté à partir de l'âge de 8, 9, 10, 12 ans, on ne va pas pouvoir vous recouvrir une cavité suffisamment longue avec un pénis de 3-4 cm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des bouts de côlon. Donc, vous pensez qu'en plus, la flore bactérienne, hein, déjà de la peau n'est pas la flore bactérienne d'un vagin. Et en plus, si vous prenez du côlon, vous allez avoir une flore bactérienne particulière qui va créer qui va créer des odeurs particulières qui ne seront pas. Enfin bon. Euh, pour vous dire l'horreur que ça peut représenter. Et puis le détail qui n'est pas insignifiant, c'est que ce faux vagin va devoir être dilaté très régulièrement pour rester ouvert. Sinon, il va se refermer, parce qu'il s'agit d'une blessure, en fait. Voilà. Chez les femmes, il s'agit donc de faire ce qu'on appelle une mastectomie, c'est-à-dire une ablation des seins. Voilà. Voilà pour ce qui est donc de la transition, en quoi ça consiste. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'évolution du concept de transidentité. Parce que ce concept, donc, je vous disais jusqu'à la fin des années 90 à peu près, on parlait de transsexualité. Ça décrivait donc des personnes qui présentaient des symptômes extrêmement sévères et persistants et qui s'engageaient donc dans une transition complète le plus souvent après au moins 2 années de psychothérapie. Donc ça, c'était avant. C'était, je dirais, au siècle dernier. Et c'était surtout avant 2010, c'est-à-dire avant la loi Bachelot. C'est-à-dire que Roselyne Bachelot a dépathologisé, donc c'était considéré comme une pathologie. Ça l'est toujours, hein, c'est-à-dire dans les classifications internationales, c'est considéré comme une pathologie, hein. Mais ça a été donc dépathologisé en 2010 par Roselyne Bachelot. Et donc, alors, traite de façon très paradoxale. En même temps, c'est plus une pathologie, mais on vous rembourse à 100% tous les frais qui sont liés à la prise d'hormones, voire à la chirurgie. C'est extrêmement paradoxal. Voilà. Donc, jusque dans les années 90, il fallait quand même avoir 2 années de psychothérapie, avoir commencé à vivre un petit peu socialement dans la peau d'une personne de l'autre sexe pour être admis à avoir une chirurgie. Euh, donc, la naissance du concept d'identité de genre date des années 90-2000. Et donc, il ne s'agit plus d'un trouble lié à un malaise, enfin, d'un malaise lié à une sensation d'incongruence entre le corps biologique et le ressenti psychologique, mais actuellement, et c'est un peu la, la- la façon dont Roselyne Bachelot voyait les choses, sous l'influence des associations militantes, on ne considère plus que c'est une pathologie, on considère que c'est une identité. Ça fait partie de votre identité. C'est pas une maladie, c'est votre identité d'être comme ça.
Et c'est là où ça devient grave parce que il n'y a absolument rien au niveau scientifique qui vienne étayer cette hypothèse de l'identité. Mais rien, absolument, ça ne repose sur rien. Et vous avez des gens qui sont absolument athées et qui vous diront, voilà, en fait, j'ai une âme de femme dans un corps d'homme ou une âme d'homme dans un corps de femme. Et ça, c'est des concepts qui sont absolument non scientifiques. Il n'y a absolument aucune preuve scientifique de tout ça. Et ce concept d'identité est en train de régir la façon dont on voit ce phénomène. Et ça, c'est terrible parce qu'on est tout à fait hors de la science, hein, hors de la médecine. Euh, donc, voilà, il fallait donc sortir du champ de la pathologie, donc Bachelot 2010, et dans le même temps, donc, se développe le concept de genre, donc concept de genre qui sépare le sexe biologique des comportements et attitudes liés au sexe. Donc, c'est ce qu'on appelle ces fameux stéréotypes de genre. Hein, on va parler de troubles de l'identité de genre. Et puis, alors à mon avis, c'est mieux. On a évolué. On a évolué en parlant, et là, ça me semble un peu plus scientifique, de dysphorie de genre, c'est-à-dire de malaise par rapport au fait d'être un homme ou d'être une femme. Là, on est dans le domaine du ressenti. Hein, voire d'incongruence de genre, hein, c'est-à-dire de ne pas se sentir bien, de ne pas sentir euh, le, le- le- le sexe que l'on ressent n'est pas congruent avec le sexe de naissance. J'ai oublié de vous dire dans le vocabulaire subversif, vous avez le fameux sexe assigné à la naissance. Alors, ça c'est extrêmement subtil parce que on va vous faire croire qu'en fait, on vous donne de façon arbitraire un sexe à la naissance. Donc, quand j'ai discuté avec une personne un peu militante là-dessus, elle me dit, mais en fait, lorsque vous attribuez un sexe masculin ou féminin à la naissance, vous lui attribuez un genre. Donc, vous imposez, en fait, à une petite fille, vous lui imposez un genre féminin, un petit garçon, vous lui imposez un genre masculin. Vous voyez jusqu'où ça va se nicher, parce que pour eux, le sexe et le genre, c'est-à-dire tous les stéréotypes, la façon dont le sexe va s'exprimer socialement, etc., pour eux, c'est complètement dissocié. C'est là où il y a un vrai problème, parce que le fait que ça soit dissocié, c'est en soi quelque chose qui est de l'ordre de la normalité, à privatif. Voilà. Et pour eux, en fait, le sexe et le genre sont des choses totalement indépendantes, d'où le concept aussi du fait d'avoir aussi un genre fluide, c'est-à-dire qu'on peut avoir un genre qui ne soit ni masculin ni féminin. Voilà. Euh, donc, parce que ça, c'est votre identité. Hein. C'est cette identité qui est absolument magnifiée, c'est-à-dire qu'on va tout repose en fait. Ce qui est vrai, c'est pas la réalité objective, c'est pas la réalité biologique. Ce qui est vrai, c'est ce que vous ressentez. Alors, le problème, et on le voit avec le phénomène des trans, qui met qui sape. C'est pour ça que les détransitionneurs sont très très mal vus, parce que ça sape cette idéologie, parce que cette identité est perçue comme quelque chose d'immuable. C'est-à-dire que ce que vous ressentez à un moment, c'est perçu comme étant aussi immuable que votre sexe biologique. C'est-à-dire que vous allez découvrir votre identité. Toujours, j'en rajoute dans le vocabulaire. Hein, donc, il y a sexe assigné à la naissance ou genre assigné à la naissance. Et vous avez aussi le mythe, je ne sais plus si j'en reparle après, mais enfin, je vais en parler tout de suite, le mythe de l'œuf qui craque. C'est-à-dire qu'en fait, cette identité, on vous dit, elle a toujours été là, même si vous la découvrez qu'à 12, 15, 20, 30, 40, 50 ans.
on va vous dire c'était toujours là. Vous avez toujours été comme ça. Et d'un seul coup, votre œuf a craqué, la coquille de votre œuf a craqué et votre vrai moi s'est épanoui et s'est révélé. Vous voyez, on est en pleine mythologie. On n'est pas du tout dans de la science. Donc, c'est assez hallucinant que des médecins se laissent avoir par des narratifs comme ça, hein. C'est quand même assez frappant. Voilà. Donc, trouble de l'identité de genre, dysphorie de genre, incongruence de genre. Alors, la dysphorie de genre, je pense que là, on est vraiment dans une description de phénomène. Quand on parle de dysphorie de genre, c'est le terme médical approprié, c'est ce qu'on trouve dans les classifications. Alors, je crois qu'on est passé subtilement de dysphorie de genre à incongruence de genre, ça me gêne pas trop. En fait, le motif de tout ça, au départ, il n'était pas, c'était pas un motif très positif. C'était pour qu'il y ait le plus possible de gens qui puissent accéder à une transition. C'est-à-dire à partir du moment où on ressentait une dysphorie, une incongruence, etc., on pouvait avoir accès. Mais en fait, d'une certaine façon, ça a permis de recentrer le débat sur le symptôme et pas sur cette espèce de mythe de l'identité immuable. Voilà. Euh, donc, pour approfondir un petit peu ce concept, on peut dire que le genre, c'est un système de croyance gnostique. Hein, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la gnose, hein, mais c'est un système qui est fondé sur la déconnexion du corps réel et du ressenti subjectif, donc qui est perçu comme le moi profond, comme l'identité réelle. Comme je vous disais, c'est un système quasi religieux, hein, mais c'est pas du christianisme, hein, parce que dans le christianisme, l'âme et le corps, enfin je parle sous le contrôle du Père Maroun, mais l'âme et le corps sont intimement liés. On ne peut pas concevoir qu'il y ait une âme féminine dans un corps masculin, hein. C'est tout ça a une unité voulue par Dieu. C'est pas du tout en tous les cas, c'est ni dans le judaïsme ni dans le christianisme, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de l'ordre d'une religion gnostique, hein. Donc où le corps réel et le ressenti sont déconnectés. Euh, et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de toute-puissance du ressenti et de l'identité profonde devant laquelle, pardon, le corps réel doit s'incliner. Le corps biologique doit s'incliner devant cette toute-puissance. On peut parler d'une certaine forme d'idolâtrie de l'identité. Et cette identité est comprise comme étant, je vous ai dit tout à l'heure, innée, définitivement fixée à la naissance, même lorsqu'elle ne se manifeste qu'à un âge avancé. Et c'est donc cette fameuse métaphore de l'œuf, hein. Donc cette identité n'est pas susceptible de changer ou d'évoluer à partir du moment où elle se manifeste. Voilà. Donc, autre point, je vous parlais donc de la déconnexion du sexe et du genre. Donc le genre peut être un spectre, hein, c'est pas quelque chose de binaire, on va vous parler de non-binarité parce que vous pouvez vous situer à n'importe quel endroit d'un axe, hein, où à l'extrémité vous avez masculin, à l'autre extrémité vous avez le féminin, hein. Voilà. Euh, voilà. Donc je passe sur le assigné à la naissance, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va parler d'identité et science. Donc je vous disais, l'identité, c'est pas vraiment un concept scientifique. La notion d'identité, c'est quand même très difficile à définir en médecine. Ce qu'on connaît plutôt assez bien, c'est la notion de conscience de soi en médecine, hein. C'est quelque chose qu'on étudie en neurologie, et on pourrait dire que l'identité est une chose qui n'est pas fixe et qui se construit au cours de la vie à partir d'un certain nombre de données de base que nous ne pouvons pas changer. Et puis, sur ces données de base viennent se greffer des expériences de vie, hein, qui nous construisent, hein.
Mais il y a des données de base qu'on ne choisit pas, voilà, enfin, qui sont immuables, qu'on va pas pouvoir bouger, et à partir desquelles on va pouvoir se construire. Le rôle de l'adulte dans l'éducation d'un jeune, c'est de lui apprendre à distinguer ce qui relève de ce qu'il peut changer de ce qu'il ne peut pas changer. Voilà. Alors, un autre mythe, je vous ai parlé du mythe de l'œuf, un autre mythe qui est corroboré par des pseudo-études, moi j'appellerais ça de la pseudo-science, c'est le mythe du cerveau transgenre. Je vous ai parlé de l'âme masculine dans un corps féminin ou féminine dans un corps masculin. Certaines études ont pensé prouver que chez les personnes transgenres, le cerveau était celui du sexe opposé. Alors, effectivement, il y a certaines caractéristiques, ce qu'on appelle le dimorphisme, hein. Le cerveau des hommes et le cerveau des femmes, les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes ont quelques différences assez caractéristiques. C'est pas des différences énormes, mais il y a quelques différences. Certaines études ont prétendu prouver que chez les personnes transgenres, et en particulier, je crois que c'était des études qui ont été menées sur des échantillons assez faibles, hein, voilà, mais c'était des études biaisées. Biaisées pourquoi? Parce que les personnes qui étaient étudiées prenaient déjà des hormones. Or, on sait, ça a été prouvé, que les estrogènes chez l'homme vont modifier, s'il en prend pendant un certain temps, vont modifier la structure de son cerveau. Ça, c'est le premier biais. Ils vont modifier la structure de son cerveau dans le sens féminin, mais vont provoquer pas mal de dégâts aussi, et en particulier des dégâts cognitifs. Et ça, on ne le dit pas assez. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais il y a des conséquences cognitives à la prise d'estrogène chez l'homme. Le cerveau masculin n'est pas fait du tout pour avoir des estrogènes. Donc déjà, la prise d'hormones chez ces patients qui étaient étudiés, dont on étudiait le cerveau, avait déjà commencé à modifier le cerveau. Et puis la deuxième chose qu'on n'a pas pris en compte, c'est l'orientation sexuelle. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ces personnes qui avaient une non-conformité de genre. C'était très souvent des personnes avec une orientation homosexuelle. Or, lorsqu'on étudie le cerveau des personnes homosexuelles, enfin du moins de certaines personnes homosexuelles, on va retrouver des caractéristiques qui sont celles de l'autre sexe. Chez chez les homosexuels masculins, chez certains homosexuels masculins, on va retrouver des caractéristiques qui sont plus proches des cerveaux féminins. Voilà. Donc, l'orientation sexuelle joue pour quelque chose, en tous les cas, et la prise d'hormones également. Donc, cette histoire de cerveau de femme dans un corps d'homme, c'est totalement bidon. En revanche, ces études ont montré des choses très intéressantes. Elles ont montré des choses très intéressantes qui se passaient au niveau de la substance blanche qui connecte la, la conscience de soi, c'est-à-dire la vision, la représentation qu'on a de soi, la représentation qu'on a de son corps, avec certaines aires associatives. Et il se trouve que ces anomalies sont exactement les mêmes qu'on retrouve dans l'anorexie mentale. Ça, j'aurai l'occasion, j'espère, de vous en reparler. Vous savez que l'anorexie mentale, c'est quand même un trouble de la perception corporelle. Les anorexiques mentales, c'est souvent des filles, mais ça peut parfois être des hommes, ils ont pour caractéristique de penser ou de se voir comme étant énormes, alors qu'en fait, ils sont très maigres, hein. Eh bien, on retrouve ces mêmes anomalies chez les personnes qui ont une dysphorie de genre.
Et ça, c'est pas anodin. Parce que, j'anticipe un tout petit peu, mais on a vu que ces anomalies, chez les anorexiques, elles régressaient lorsque l'anorexie disparaissait. Donc c'est des anomalies, ce sont des anomalies qui sont potentiellement réversibles. Ça, c'est très intéressant. Voilà, donc pour ce qui est des études sur les cerveaux, euh, pourquoi est-ce un problème d'actualité? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Eh ben, on en parle parce qu'il y a eu une augmentation exponentielle des cas, et en particulier sur ces 10 dernières années. On est passé de quelques cas, quelques dizaines de cas par an. Alors, mais c'est un phénomène qui est général, c'est-à-dire que les cas se sont multipliés par un facteur 30 à 40 en moins de 10 ans. En moins de 10 ans. Alors, les militants vont vous dire que c'est parce que la société est devenue plus tolérante. La société est devenue plus tolérante, donc ça explique, je vais vous parler tout à l'heure de la contagiosité sociale, la contagion sociale. Pour les militants, c'est lié uniquement au fait que les sociétés sont devenues plus tolérantes, les sociétés occidentales, hein, parce que ce phénomène ne concerne que les sociétés occidentales. Pour revenir un petit peu sur l'anorexie, on a connu un phénomène identique dans les années 90 avec l'anorexie mentale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en a beaucoup, beaucoup parlé. Maintenant, on en parle moins, mais parce qu'il y a eu une explosion de cas. C'était le commencement dans les années 90 des blogs. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et vous aviez des blogs d'anorexiques, pro-anorexiques, qui se déversaient, racontaient leurs histoires, etc., qui étaient lus par des jeunes filles mal dans leur peau, qui effectivement s'identifiaient à ces jeunes femmes qu'elles voyaient dans les blogs. Et il y a eu une véritable épidémie. Et il y a eu des mesures d'ailleurs sociales, sociétales qui ont été prises, notamment en ce qui concerne les mannequins. On a demandé à ce que les mannequins soient moins maigres. Il y a eu énormément de mesures qui ont été prises pour essayer d'enrayer cette épidémie. Mais moi, je me souviens, à l'époque, j'étais interne à Robert Debré, on avait une salle entière remplie d'anorexiques. Maintenant, on en voit, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, hein, pour enrayer cette contagion sociale. Et là, actuellement, on voit le même type de choses. Alors, comme je vous disais, les militants vous disent oui, c'est parce qu'on est plus tolérant. Alors, en comparaison, pour contrer cet argument, en comparaison, je vais vous prendre l'exemple des gauchers dans la population. Parce que c'est vrai que, on va dire, au début du XXe siècle, on avait, puis dans certaines sociétés encore traditionnelles, c'est mal vu d'être gaucher. Donc, on avait beaucoup de gauchers contrariés, et donc, on avait un nombre de gauchers qui était de l'ordre de 5%. Voilà. Entre le début du XXe siècle et le début du XXIe, enfin, disons, entre le milieu du XXe siècle, c'est-à-dire on a fait une étude sur 60 ans, en gros, hein. Voilà. 60 ans, on est passé de 5% à 20%, c'est-à-dire on a multiplié le nombre par 3-4 à peu près en 60 ans. Vous voyez, voilà ce que donne une meilleure tolérance de la société. On multiplie par 3 ou 4, on ne multiplie pas par 30 ou 40 en moins de 10 ans, hein. 3 ou 4 en 60 ans, c'est pas 30 ou 40 en moins de 10 ans. C'est juste pour avoir une comparaison, hein. Et puis, autre phénomène, la transidentité, ça touchait jusque dans les années 90, ça touchait essentiellement des garçons. Vous aviez au moins 2, 3 garçons pour une fille. Depuis 10 ans, depuis la fin des années 90,
le sexe ratio s'est inversé. Vous avez jusqu'à 6-7 filles pour un garçon maintenant. Alors, les garçons ça augmente aussi, hein. Euh, mais ça vient largement derrière. Donc, pour vous dire aussi qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un phénomène qui, qui s'est passé ces 10 dernières années, ces 10-15 dernières années pour expliquer ça. Et la première à avoir lancé l'alerte, c'est euh, je crois que c'est qu'elle est gynécologue, Lisa Littman. Elle n'était pas psychiatre, hein. Elle travaillait dans des dispensaires, en fait, dans des dispensaires aux États-Unis. Vous savez, ces dispensaires, aux États-Unis, la médecine coûte très cher et dans les dispensaires, on peut avoir des soins moins chers. Voilà. Euh, et elle a vu le phénomène arriver en l'espace de 4-5 ans à peu près, dans les années 2015 à 2020. Et elle a publié donc un article en 2018-2019 sur ce qu'elle a appelé la Rapid Onset Gender Dysphoria, parce que autrefois, enfin, la dysphorie de genre classique, celle qu'on connaissait, c'était celle qui démarrait dans la toute petite enfance. Celle qui débutait en général vers 3 ans, voire moins, du petit garçon très efféminé ou de la petite fille très garçon manqué, etc. Et on a vu arriver ce que décrit Lisa Littman chez des adolescentes qui n'avaient absolument aucun antécédent avant, qui étaient très féminines, petites filles tout à fait modèles. D'un seul coup, vers entre 12 et 15 ans, elle commençait effectivement à se dire je suis un garçon, et très souvent c'était sous l'influence d'autres camarades qui présentaient les mêmes symptômes, et parfois avec des groupes entiers. Donc effectivement, elle a mis en évidence qu'il y avait un nombre croissant d'adolescentes qui se déclaraient trans, que ces adolescentes n'avaient aucun antécédent de non-conformité de genre dans l'enfance, et elle a mis en évidence le rôle de la contagion sociale dans ces formes-là. Bon, depuis, je peux dire qu'il y a eu aussi des rapid onset gender dysphoria chez les garçons aussi. On en parle moins, mais moi j'en ai vu pas mal. Euh, donc le parallèle avec l'anorexie mentale dans les années 90, je vous en ai parlé, hein. Il y a eu effectivement les débuts d'Internet, les blogs, etc. Euh, L'altération des structures cérébrales de la substance blanche impliquée dans la perception de soi. Hein, voilà, c'est juste pour rappel. Euh, euh, alors, toute la discussion actuellement, tout ce qui est rejeté actuellement par les militants, c'est le fait qu'on est face à une pathologie mentale. Hein, la dysphorie de genre, est-ce une identité diverse ou est-ce le symptôme d'un mal-être? Les études, donc les premières études par rapport à tout ça, puisque c'était jusque dans les années 90, c'était quand même quelque chose de très rare. Et donc les premières études, elles concernaient surtout des hommes, en fait. Je vous ai dit, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et les quelques services spécialisés dans le monde, parmi ceux qui en voyaient le plus, il y avait la clinique du docteur Zucker à Toronto. Et donc la clinique du docteur Zucker. Et avant, il y avait aussi, donc toujours au Canada, un médecin qui s'appelait le docteur Ray Blanchard, donc, qui lui a commencé à s'y intéresser dès les années 70-80. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, chez les hommes, on distinguait deux sous-groupes assez différents au niveau du mécanisme de la dysphorie. Le premier sous-groupe, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ce sous-groupe de très jeunes enfants qui présentent une très forte non-conformité de genre, qui sont donc ces jeunes garçons qui sont très féminins, dès tout petits.
Mais ce qui est intéressant aussi, et ce qu'a mis en évidence Kenneth Zucker, c'est que si on ne les affirme pas, c'est-à-dire si on ne leur dit pas, si on ne les conforte pas dans l'idée que ce sont des filles, tout en tolérant un certain nombre de comportements non conformes, hein, et tout en ayant une certaine négociation dans la façon dont ils vont s'habiller, tout en autorisant certains jeux, etc., mais en leur disant, voilà, non, tu es un garçon. Hein. Eh bien, entre, on va dire, 70 à 90% de ces petits garçons, en grandissant, en passant à travers la puberté, finissaient par accepter leur sexe de naissance. C'est-à-dire, si on ne fait rien, si on les accompagne simplement, si on ne les conforte pas dans l'idée, c'est ce dont je vais vous parler après, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'affirmation de genre, hein, qui est le gold standard actuellement, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait actuellement. Hein, je vais vous expliquer pourquoi et d'où ça vient. Mais si on ne le fait pas, en tous les cas, lorsqu'on ne le faisait pas, vous en aviez 70 à 90% qui acceptaient leur sexe de naissance. Sur ces 70 à 90, vous en aviez à peu près 2 tiers qui avaient une orientation homosexuelle et pas l'autre. Voilà. Et puis, le deuxième sous-groupe, qui était composé plutôt d'adultes, mais c'est un phénomène qui peut débuter euh, beaucoup plus tôt, je dirais dans la deuxième enfance pour certains. On a des témoignages, hein, de gens qui décrivent ça dans leur deuxième enfance, hein, à partir de 6 ans, 6-8 ans, les premiers signes. C'est ce que Ray Blanchard a appelé l'autogynéphilie. Alors, l'autogynéphilie, auto pour soi-même, gyné pour femme, et philie pour aimer. C'est un terme un peu compliqué qui décrit un phénomène assez complexe, qui peut prendre effectivement des aspects assez différents. L'autogynéphilie, c'est l'érotisation. Alors, c'est pas forcément érotique, mais en tous les cas, c'est l'amour de soi en tant que personne d'un autre sexe. C'est-à-dire que je m'aime ou je tombe amoureux de moi, mais en tant qu'une idée de moi, moi qui suis homme, je vais avoir une idée de moi qui est une idée de moi en tant que femme. Ça peut passer par un fétichisme, une érotisation. Tout ça, ça peut être érotisé. Et vous avez différents sous-groupes, vous avez différentes formes d'autogynéphilie. Donc, c'est-à-dire que la personne, l'homme, hein, peut ressentir une excitation érotique en s'imaginant dans le corps d'une femme. Alors qu'il sait au départ qu'il est un homme. Il n'a pas cette impression d'être une femme. Il va avoir envie d'être une femme. Il va envier les femmes. Il va avoir, au départ, alors, classiquement, ce sont des hommes hétérosexuels. Ils sont attirés par les femmes. Mais en même temps qu'ils sont attirés par les femmes, ils sont jaloux des femmes. Ils envient leur beauté, ils envient leurs caractéristiques, etc. Ça peut aller très loin. Voilà. Et c'est ça, l'autogynéphilie. Et c'est assez différent du phénomène qu'on a vu tout à l'heure, ce premier phénomène qui est une forme très précoce, hein, de non-conformité de genre, avec souvent une homosexualité. Là, en général, ce sont majoritairement des gens qui sont hétéros ou bisexuels et qui vont effectivement déclencher ce phénomène. Alors, ça peut prendre effectivement des formes très, très perverses, mais pas toujours. Et souvent, ce sont parfois des jeunes hommes, hein, qui ont du mal, on va dire, à réussir leur masculinité. Alors, à l'inverse des premiers, ils sont pas du tout maniérés. Ils sont tout à fait masculins dans leur présentation. Vous voyez?
Euh, comme je disais tout à l'heure, cette autogynéphilie peut prendre différentes formes. Vous avez le transvestissement, c'est le fait de s'habiller avec des vêtements féminins. Ça peut prendre la forme d'une autogynéphilie morphologique, c'est-à-dire ressentir le besoin d'avoir des formes féminines. Ça peut aller jusqu'à un délire, hein, ce qu'on appelle l'autogynéphilie physiologique, c'est-à-dire vouloir rechercher les caractéristiques physiologiques de la femme, c'est-à-dire la lactation, la menstruation. Hein. Ils vont s'inventer des fausses règles. Hein, ça peut aller très loin. Et puis, vous avez l'autogynéphilie sociale, c'est-à-dire le fait d'avoir des activités sociales de femmes. Tout ça, c'est différents sous-groupes. Hein. Ça peut être extrêmement, surtout dans les formes érotisées, ça peut être extrêmement alimenté par la pornographie. Et surtout une certaine forme de pornographie qu'on appelle le cissi-hypno, où vous avez, donc au cours du scénario, vous avez un homme qui se transforme en femme. Et la transformation est érotisée. Voilà, vous avez un cas célèbre qui s'appelle Jamie Shoup, qui est un ancien marine de l'armée américaine, oui, enfin, un ancien vétéran, un ancien officier, pardon, qui est tombé dans ce truc-là alors qu'il était en poste. Il raconte ça très très bien. C'est assez intéressant parce que il était dans un poste où il était complètement désœuvré. On l'avait mis dans un truc, voilà, il avait du temps devant lui et il passait son temps à regarder du porno. Et, euh, et, et, et- et ça l'a, enfin, il allait jusqu'à, alors qu'il était marié, il avait une épouse, etc. Ça pouvait le prendre jusqu'à aller jusqu'à se prostituer en se déguisant en femme. Enfin, c'était quelque chose qui était, enfin, il racontait, c'est à la fois extrêmement douloureux. Hein. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Enfin, bon, c'est terrible. C'est absolument terrible. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la première personne, il a réussi à. Vous savez qu'il y a des systèmes d'avocats, etc., aux États-Unis qui vous font faire n'importe quoi. La première personne à avoir été déclarée non-binaire sur ses papiers d'identité. Voilà. Et puis, alors, Jamie Chup, il fait partie des détransitionneurs, c'est-à-dire qu'il a détransitionné après. Enfin bon, c'est une histoire très, très compliquée et très douloureuse. Euh, Donc, cette autogynéphilie est souvent diabolisée car mise en avant, parce qu'on met souvent en avant l'aspect de déviance sexuelle. Mais cet aspect de déviance sexuelle n'est pas toujours là. C'est parfois une espèce d'attirance pour soi, une espèce vous voyez, on a décrit aussi aux États-Unis ce phénomène des incels, hein, des célibataires qui ont des difficultés sociales, qui ont du mal à avoir des relations avec les autres, etc., qui sont seuls. Il y a beaucoup d'incels qui sont des autogynéphiles, mais pas forcément des autogynéphiles déviants érotiques. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont tellement seuls qu'ils s'inventent une petite amie qui est à l'intérieur d'eux-mêmes et qui est eux-mêmes. Voilà. Euh, quelque part, hein, dans l'autogynéphilie, il y a l'échec en fait de la réalisation de soi-même en tant qu'homme. J'ai vu un ou deux cas comme ça, hein, de jeunes hommes qui pensent que voilà, enfin, même s'ils sont pas efféminés, mais ils pensent qu'ils sont pas suffisamment virils pour réussir en tant qu'homme et que voilà, ils seraient mieux en tant que femme. Voilà. Alors chez la femme, on n'a pas tout à fait le symétrique. C'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu, les femmes, c'est toujours plus subtil. Hein. On va retrouver les mêmes formes précoces hein, chez la femme. Donc la petite fille très garçon manqué, ce que les Américains appellent les tomboys. Hein. Il n'y a pas réellement de parallèle avec l'autogynéphilie, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment d'auto-androphilie. Mais, mais il y a plutôt ce qu'on va appeler une auto-andro-homophilie. C'est-à-dire que ces femmes ont un fantasme, et beaucoup d'entre elles, parmi les rapid onset, hein, celles qui se découvrent comme ça trans à l'adolescence, euh, beaucoup d'entre elles sont dans ce fantasme-là
c'est-à-dire qu'elles sont dans un fantasme érotique, c'est-à-dire qu'elles veulent être un homme, mais pas pour avoir des relations avec des femmes, mais pour avoir des relations homosexuelles avec d'autres hommes. Donc c'est un peu plus subtil chez les femmes, hein. C'est pas pour c'est c'est vraiment ça tourne autour de la relation homosexuelle masculine. Euh, voilà. Alors, je voulais faire une petite parenthèse sur ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le mouvement gender critical, critique de genre, hein. Voilà. Parce que je pourrais dire que moi aussi, je suis gender critique. Euh, c'est un mouvement, en fait, c'est assez composite parce que c'est un mouvement qui se compose à la fois de féministes, hein, et on retrouve on commence à voir les mêmes choses, hein, en France avec des gens comme Dora Muto, par exemple, hein, euh, de conservateurs chrétiens et également des mouvements homosexuels. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous avez, par exemple, des mouvements comme le mouvement Gay Against Groomers, c'est-à-dire des gays contre les toiletteurs. Les toiletteurs, c'est-à-dire ces militants, hein, qui vont comme ça, un petit peu comme le font les sectes, hein, euh, faire du prosélytisme auprès de jeunes qui sont mal dans leur peau, qui vont essayer de détecter des symptômes et les pousser comme ça vers une identité trans et vers la transition. Euh, et ces mouvements homosexuels, pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que, comme je vous expliquais le phénomène Blanchard, hein, ce que disait Blanchard de ces formes très très précoces, euh, eh bien, en fait, on va considérer que en poussant ces jeunes personnes homosexuelles vers la transition, on réalise une forme de thérapie de conversion. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'un des pays où vous avez le plus de personnes transgenres au monde, c'est l'Iran. Pourquoi? Parce que en Iran, l'homosexualité est absolument bannie. C'est absolument inconcevable d'être homosexuel. Donc, si vous êtes un homme homosexuel, on va vous dire tu n'es pas un homme, tu es une femme. Et donc, tu vas faire une transition pour pouvoir vivre ta vie d'homosexuel. Voyez. Voyez pourquoi un certain nombre de mouvements homosexuels, c'est pas encore le cas en France, hein. Je crois qu'ils n'ont pas encore pigé en France, hein, que ça les concerne. Mais en tous les cas, dans les pays anglo-saxons, ils ont très très bien, un certain nombre de militants homosexuels ont bien compris que ce mouvement transgenre qui prend de l'importance, en fait, se fait au détriment de jeunes personnes homosexuelles. Euh, Ce qu'on pourrait dire aussi par rapport à ces mouvements gender critiques, c'est que d'une certaine façon, il faut aussi faire un peu son mea culpa. C'est-à-dire, du côté des féministes, elles ont un discours, par exemple, autour de la masculinité toxique, etc., qui a beaucoup d'influence sur des jeunes fragiles. Et des jeunes hommes qui s'entendent dire qu'ils sont des violeurs potentiels, que la masculinité c'est mauvais, etc., et qui sont déjà dans ce trip, hein, et ben, ça va les pousser vers la transition. Voilà. De même, dans les mouvements conservateurs chrétiens, le fait d'être trop rigide sur les stéréotypes de genre, c'est-à-dire de ne pas admettre que voilà, un petit garçon peut avoir des activités, des comportements, des jeux féminins, une petite fille peut jouer, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être délétère, hein. Donc, il faut parfois revoir, on peut être gender critique, mais il faut aussi se critiquer soi-même et voir quel rôle on peut avoir aussi dans dans ces phénomènes. Euh, voilà, je voudrais parler de transition et affirmation de genre. Euh, deux études de 2011
Ah oui, pourquoi? Voilà, c'est ça. Quelles sont les bases de l'affirmation de genre qui est le modèle actuel qui est prôné par la médecine, et y compris en France, malgré l'intervention de l'Académie nationale de médecine, hein, qui a demandé à ce qu'on soit extrêmement prudent. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là à peu près partout dans le monde, enfin en tous les cas dans tous les pays occidentaux? Eh bien, on est parti de deux études néerlandaises qui datent de 2011, qui sont à l'origine de ce qu'on a appelé le protocole néerlandais. Donc, ces études portaient sur des mineurs, puisque le but, c'était, en gros, sous l'influence des milieux un peu militants, enfin des milieux complètement militants d'ailleurs, c'était de dire, voilà, parce que ces militants adultes, hein, revisitaient leur propre histoire et disaient, nous, on a souffert en tant qu'enfants, donc on ne veut pas que les enfants souffrent aussi. Donc, il faudrait peut-être pouvoir les, les faire transitionner plus tôt pour qu'ils souffrent moins. Donc, euh, deux études ont été menées donc, sur des petits échantillons de patients qui ont été triés sur le volet, c'est-à-dire qu'on s'assurait que c'était des patients qui présentaient une dysphorie de genre très précoce, que cette dysphorie était persistante. Alors, je vous reparlerai après si j'ai le temps des transitionneurs, mais parmi les transitionneurs, vous en avez des qui sont comme ça, hein, qui ont vécu ça, hein. Donc voilà. Et donc, d'abord, ils étaient triés sur le volet. Ensuite, on a utilisé des méthodes d'évaluation qui étaient différentes au départ et à l'arrivée. C'est-à-dire que on a utilisé des questionnaires de bien-être, en gros, concernant donc le sexe de départ, hein, c'est-à-dire on vous demandait si vous vous sentiez bien, vous étiez un homme, on vous demandait si vous vous sentiez bien en tant qu'homme au départ. Et à l'arrivée, quand vous étiez censé être devenu une femme, on vous demandait si vous vous sentiez bien en tant que femme. Vous voyez, comme quoi vous aviez déjà un biais dans l'utilisation des questionnaires. Donc, non prise en compte. Donc, alors, en plus de ça, un certain nombre de résultats n'ont pas été pris en compte. Parmi la cohorte, vous aviez quand même eu un suicide, vous aviez un décès post-opératoire. L'objectif de départ de l'étude en cours a été modifié en cours de route. Donc, l'objectif étant au départ l'amélioration du fonctionnement psychologique et à l'arrivée la satisfaction par rapport au traitement. Vous voyez, quand vous changez d'objectif de validation d'une étude en cours de route, bah, votre étude, elle vaut pas grand-chose, hein. Voilà. Et on s'est appuyé sur ces deux études-là pour prôner ce qu'on a appelé le modèle néerlandais, qui est un modèle d'affirmation de genre sans prendre les précautions du départ, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus le droit maintenant de questionner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant vous dit, un garçon vous dit je suis une fille, vous ne pouvez plus lui poser de questions. C'est-à-dire ça doit être pris comme un fait. Et on va l'embarquer dans ce que certains ont appelé l'autoroute ou le train de la transition. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va déjà commencer par faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, une transition sociale, c'est-à-dire qu'on va l'affirmer dans son genre. Voilà, on va lui changer son prénom, on va changer ses pronoms. Si c'était un garçon, on va l'appeler elle. Si c'était une fille, on va l'appeler il. Et puis, on va lui donner des bloqueurs de puberté. C'est quoi les bloqueurs de puberté? C'est des castrateurs chimiques. En gros, ça agit sur l'hypothalamus et ça empêche donc l'hypothalamus de donner le signal de production des hormones sexuelles, hein. C'est ce qu'on donne aux gens qui ont un cancer de la prostate, par exemple. C'est ce qu'on donne aussi aux violeurs. C'est beaucoup utilisé en, en criminologie, hein. Alors, il y a une indication, je dirais, thérapeutique du bloqueur de puberté, c'est la puberté précoce.
Ça concerne quelques très rares enfants qui ont des pubertés précoces et à qui on va donner des bloqueurs pendant 1 an ou 2 pour stopper une puberté qui est apparue, si elle est apparue à 6, 7 ans, par exemple, on va donner des bloqueurs pendant 2, 3 ans, hein. Mais quand on donne des bloqueurs de puberté à des enfants qui sont en parfaite santé, qu'est-ce qui va se passer? On commence à donner ça, le plus tôt, c'est 8 ans, 9 ans. Et on va en donner pendant 4 ans, 5 ans. Parce que le but de ces bloqueurs, tel que le voulaient les gens qui ont formé ce protocole, c'est d'appuyer sur le bouton pause. Parce que, comme ils sont dysphoriques, on considère que la puberté, c'est quelque chose d'abominable, qu'ils ne vont pas arriver à passer par là, que ça va être une trop grande source de souffrance, alors que comme l'ont montré des gens comme Ken Zucker, la puberté, c'est ce qui guérit 70 à 90% de ces enfants, hein. Mais là, on va considérer, donc on va jusqu'à dire, voilà, ils vont se suicider, etc. Je reviendrai peut-être sur le mythe du suicide, ça fait encore partie des mythes, hein. On vous dit, voilà, est-ce que vous préférez avoir un garçon vivant plutôt qu'une fille morte? Ouais, en faisant pression comme ça sur les parents, en leur disant: «Si vous n'acceptez pas, votre fille va se suicider». Donc, 1re étape, donc c'est les bloqueurs de puberté. Les bloqueurs de puberté, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les hormones sexuelles, elles ont un rôle en particulier, dans la formation osseuse, dans l'ossification, dans la densification osseuse. Hein, c'est pour ça, par exemple, que les femmes ménopausées qui produisent plus d'œstrogènes, à un moment donné, on leur donnait des estrogènes de synthèse, hein, pour éviter l'ostéoporose. Bah, c'est pareil, des gamins qui se retrouvent pendant 4 ans, 5 ans sous bloqueur de puberté vont développer une ostéoporose et avoir une densité osseuse qui est celle d'un petit vieillard de 80 ans. Donc ça, c'est des choses qui se voient. Alors on dit c'est réversible, mais en fait c'est pas réversible du tout parce que quand vous produisez vos hormones sexuelles à la puberté, ces hormones sexuelles, alors elles ont un rôle sur votre squelette, mais elles ont également un rôle sur votre cerveau. Elles vont développer certaines structures cérébrales. Là, vous privez un enfant de puberté, c'est-à-dire vous le privez de ses propres hormones sexuelles, donc vous allez créer effectivement une immaturité cérébrale. Entre autres, hein. Tout ça, c'est prouvé, hein. Je ne vous raconte pas des bêtises, je peux vous montrer les études. Donc, euh, ça joue sur la densité osseuse et la perte de densité osseuse n'est pas réversible, hein. Donc ça, c'est la première étape, c'est le bloqueur de puberté. Ensuite, deuxième étape, c'est les hormones croisées. C'est-à-dire que vers 15 ans à peu près, 14, 15, 15, 16 ans, vous êtes un garçon, on va vous donner des estrogènes, vous êtes une fille, on va vous donner de la testostérone. Ah oui, j'ai oublié autre chose aussi, les, les bloqueurs de puberté, ça peut vous donner des ménangiomes aussi, accessoirement. Ménangiome, c'est une tumeur des ménages. Voilà. Euh, donc, on va empêcher donc, le développement des caractères sexuels secondaires, et puis ensuite, on vous donne des hormones croisées. Et si vous le voulez, à partir de 18 ans, mais à l'heure actuelle pour les filles, souvent avant, si vous avez le consentement de vos parents, à partir de 16 ans, vous pouvez vous faire retirer la poitrine. Alors pour les interventions génitales, on attend quand même 18 ans. Euh, Juste un petit détail quand même qui a son importance. Est-ce que vous savez à peu près à quel âge le cerveau humain est définitivement terminé? C'est-à-dire, le cerveau humain est définitivement terminé vers l'âge de 25 ans à peu près. C'est-à-dire que c'est l'âge où le cortex préfrontal, qui est donc la partie du cerveau qui va déterminer toutes vos décisions en fait, qui va faire que vous êtes capable de
comprendre toutes les conséquences de vos actes et de vos décisions à court et à long terme. Hein. Donc cette partie-là, qui est vraiment l'une des parties les plus importantes de votre cerveau, elle est terminée et fonctionnelle, complètement fonctionnelle, seulement à partir de 25 ans. C'est-à-dire que on vous parle, parce que dans ces protocoles, on va vous parler de consentement éclairé. Vous avez besoin d'avoir l'autorisation de vos parents pour vous faire un tatouage, vous avez besoin, enfin bon. Mais là, on vous autorise à prendre des hormones et, et avoir des chirurgies avant 25 ans. Voilà. Docteur Euh, Ollier, juste pour vous dire, encore une vingtaine de minutes avant de passer à la partie des questions. d'accord, ok, vous m'arrêterez quand ce sera le moment. Euh, Question éthique. Donc, les bloqueurs de puberté, donc, et en amont la transition sociale. Euh, donc, je vous disais je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on n'affirmait pas ces petits patients, vous en aviez 70 à 90% qui désistaient. Lorsque vous les affirmez, c'est-à-dire que lorsque vous les faites rentrer dans ce protocole, que vous commencez à ne pas discuter le fait ils se disent de l'autre sexe, que vous changez leur prénom, etc., lorsqu'ils rentrent là-dedans, vous en avez 95 à 98% qui vont poursuivre leur transition jusqu'au bout. Donc, est-il éthique de faire d'un enfant dont le corps est sain un consommateur de traitement à vie? Parce que les hormones, il faudra les prendre à vie. Il faudra les prendre à vie. Est-il éthique de priver de puberté parce qu'un enfant qui va être privé de puberté, qui va avoir des bloqueurs de puberté, à qui on va donner des hormones croisées, n'aura jamais de puberté, il n'aura jamais d'orgasme, parce qu'il n'aura jamais d'organes génitaux matures. Est-il éthique de rendre stériles ces enfants? Parce que rien que même si on ne les opère pas, le fait de prendre des hormones pour un certain temps, le fait de prendre des bloqueurs de puberté avant même qu'ils soient pubères, ça rend les organes génitaux, enfin pas les gonades non fonctionnels. Hein. Et c'est pas forcément réversible. Donc euh, voilà. Est-il éthique d'engager euh, d'engager un enfant dans une voie qui, en plus, parce que le fait de prendre des hormones croisées, au niveau de la santé, euh, c'est pas bon. Prendre des estrogènes, vous avez un risque de maladie thromboembolique qui est multiplié. Alors, je ne sais plus par quel facteur, mais c'est assez impressionnant. Surtout qu'en plus, beaucoup de ces patients fument, etc. Enfin, ça aggrave le risque. Chez les filles qui prennent de la testostérone, le risque de maladie cardiovasculaire, je dois l'avoir dans un coin, mais là aussi, il est augmenté de façon dramatique. Hein. Donc, et vous avez en gros en moyenne une espérance de vie de 20 ans en moins. Sans compter les problématiques psychiatriques qui viennent se greffer dessus, puisque d'après des études longitudinales scandinaves, vous avez 20% de risque de suicide de plus que la population générale. Donc on est en pleine folie actuellement. Voilà. Euh, je voudrais essayer de vous parler un tout petit peu, si j'ai un petit peu de temps, du phénomène de la détransition. Parce que je vois des détransitionneurs, j'en suis pas mal. C'est des gens qui sont à la fois, qui ont un immense courage, qui sont vraiment. Certains cherchent à militer pour que des jeunes ne vivent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Hein. Ça a commencé à devenir visible, ce phénomène, à la fin des années 2010. Vous avez une affaire qui a fait énormément de bruit en Grande-Bretagne et qui a même abouti à la fermeture de la clinique de genre la plus importante du pays, qui était donc la Tavistock Clinic. C'est l'affaire Kirabel. Kirabel,
elle consulte pour la première fois, elle a 14 ans. C'est une adolescente. Pour une dysphorie de genre, on lui prescrit des bloqueurs après 3 rendez-vous d'1 heure. À 16 ans, ils la mettent sous testostérone et à 18 ans, peut-être avant, je ne me souviens plus exactement, mais ils lui font une double mastectomie. En 2019, elle porte plainte contre la clinique et elle gagne son procès en première instance parce que ses avocats plaident le fait qu'un mineur n'est pas en mesure d'apprécier les conséquences et de consentir aux soins, en disant que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau n'est pas terminé avant 25 ans. Malheureusement, elle a perdu en appel parce que les avocats de la partie adverse ont plaidé la jurisprudence de l'IVG et de la contraception. Donc, elle a été jusqu'à porter l'affaire devant la Cour suprême de Grande-Bretagne et la Cour suprême a refusé d'examiner sa cause. Mais ça a permis une médiatisation du phénomène. En 2021, il y a eu 1000 plaintes de familles contre la Tavistock pour stérilisation forcée. Et ça a entraîné la fermeture de la Tavistock en 2022. Ça a entraîné également un rapport qui a été diligenté par le Parlement britannique auprès d'une pédiatre qui s'appelle Madame Cass, CA2S. Ce rapport a montré beaucoup de choses intéressantes. Notamment, par exemple, que parmi les patients qui étaient adressés à la clinique, vous en aviez 30% qui présentaient des troubles du spectre de l'autisme. Et que parmi ces patients dysphoriques, vous aviez une énorme comorbidité psychiatrique, c'est-à-dire que beaucoup souffraient d'autres troubles psychiatriques que la dysphorie de genre. Donc on peut penser que la dysphorie de genre était plutôt un symptôme d'autres troubles que quelque chose en soi, qu'une pathologie propre. La détransition commence à être médiatisée et dans les médias sociaux, vous avez pas mal de gens, pas mal de détransitionneurs qui prennent la parole. Vous avez des gens comme Sinead Watson, qui est une Écossaise, comme Richie Heron, qui est un Anglais qui a subi une intervention de réassignation sexuelle vers l'âge de 30 ans, enfin 28 ans je crois, hein, et qui regrette tout et qui a beaucoup médiatisé son histoire. Vous avez une Américaine qui s'appelle Prisha Motley, non, je ne sais plus si elle est américaine. Aux États-Unis, non, elle est britannique aussi, Prisha. Vous avez aux États-Unis Abel Garcia, vous avez Chloé Cole, et vous avez un gars qui est vraiment extraordinaire qui s'appelle Isaac Uncooked, qui a une chaîne YouTube où il est très très bon. Le seul problème d'Isaac, c'est qu'il a une pathologie borderline, hein, il le dit, et donc du coup, il a des fluctuations d'humeur, mais toutes les vidéos qu'il fait très, très, comment dirais-je, très techniques sont vraiment très bien faites. Vous avez un autre jeune aussi, plus récemment, qui s'appelle Alexander, qui est un Norvégien. En fait, tous ceux qui s'expriment, sont surtout dans les pays anglo-saxons. En France, vous avez très très peu de détransitionneurs qui s'expriment à visage découvert. Pourquoi? Parce que c'est encore extrêmement tabou et qu'ils sont, on va dire, persécutés en fait par les militants trans. Vraiment, hein, et pourquoi? Parce que la détransition remet en cause la croyance religieuse de cette identité fixe, vous voyez, de ce noyau identitaire sur lequel s'appuie le militantisme trans. Voilà. Peut-être qu'on peut s'arrêter là pour laisser la place aux questions. Si vous J'aurais encore avez des choses à dire, mais terminé, j'aurais encore pas mal de choses à dire. Mais bon, l'essentiel a été dit, je pense. Voilà. peut-être les questions permettront
d'ajouter l'information. Merci en tout cas. Alors pour les questions, comme d'habitude, soit lever la main, je vous donne la parole pour ne pas faire des interférences en même temps. Donc, je vois Guy qui voulait poser une question déjà, Guy Carvesius. Donc il faut activer le micro, Guy, hein. Je peux poser ma question? Oui, Oui, ça oui. y est. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est, je suis très surpris que, en fait, il n'y ait pas de parade législative pour les bloqueurs de puberté. Donc, ce que le docteur a dit est absolument atroce, c'est-à-dire qu'en fait, même avec l'autorisation des parents, s'il y a des bloqueurs de puberté, toutes les conséquences qu'il y a après sur le développement de la personne, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation là-dessus? Et ma deuxième question, euh, alors ça, elle est plutôt personnelle. On a l'impression, en vous écoutant, et c'est aussi l'idée que je m'en faisais avant votre très belle conférence, c'est que on assiste là à une folie de civilisation. Et que cette folie, j'espère, sera passagère. Et d'ailleurs, ce que vous avez dit sur la détransition, et peut-être l'amorce d'un tournant qui se fera. Et j'espère que dans quelques années, une génération, eh bien, on s'apercevra des méfaits du phénomène et que tout rentrera dans l'ordre. Voilà mes deux questions, docteur. Merci, D'accord. Guy. Alors, d'un point de vue législatif, je pense que enfin, bon, les choses en France sont mal barrées. Elles le sont plus dans de nombreux pays européens. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, il y a une réflexion qui est en train de se faire actuellement aux Pays-Bas. C'est le pays qui, de façon la plus récente, euh, parce il y a eu la Grande-Bretagne, mais avant la Grande-Bretagne, vous aviez eu les pays scandinaves. Les premiers à avoir vraiment eu un regard très critique, en fait, ce sont les premiers à avoir appliqué ce protocole néerlandais, hein, ce protocole d'affirmation de soi. Et donc, parmi les premiers, vous aviez la Finlande et la Suède. Actuellement, en Finlande, l'affirmation de genre n'a plus cours. N'a plus cours. Euh, En Suède, elle a été remise en cause également parce que vous avez beaucoup de praticiens ou de gens qui travaillent dans les cliniques de genre qui ont fait cette réflexion en disant on est en train de faire un génocide d'enfants homosexuels. Et, euh, et il y a eu aussi, je pense il faut reconnaître la valeur de certains reportages et de certains journalistes d'investigation. En particulier, une journaliste suédoise qui s'appelle Carolina Jönsby, qui a fait un excellent reportage sur la question. Et c'est à la suite de ça que le Parlement suédois s'est saisi de la question et a légiféré. Euh, En France, malheureusement, les lobbies sont extrêmement puissants et extrêmement puissants auprès des décideurs politiques. Aux États-Unis, vous avez un débat. Vous avez des États qui sont revenus sur tout ça, d'autres qui sont très pro-trans, comme la Californie par exemple, hein, et d'autres comme la Floride qui ont banni l'affirmation de genre. Alors, vous avez la Californie qui se présente comme un refuge pour les malheureux qui se verraient refuser une transition. Euh, Mais au moins, vous avez un débat. Aux États-Unis, vous avez un débat. En France, vous n'avez pas de débat, ou très peu. Très, très peu.
des associations, vous avez des associations françaises, vous avez une association de parents qui s'appelle Hippomonie, et puis vous avez l'Observatoire de la Petite Sirène, qui sont extrêmement conspués par, euh, bien que beaucoup de personnes, hein, que ce soit Hippomonie, la Petite Sirène, sont des gens de gauche, hein, sont des gens très libéraux. Ils sont absolument conspués, traités de conservateurs d'extrême droite, etc., pour leur position. Donc, euh, le milieu trans, les militants ont énormément de pouvoir sur nos décideurs politiques, beaucoup plus que dans d'autres pays. Je veux dire, ceux qui ont remis en cause ce modèle d'affirmation de genre sont les pays qui ont été le plus loin et qui sont le plus avancés là-dedans, qui ont vraiment été le plus loin, hein. Les Scandinaves, c'est pas, enfin, la société scandinave n'est pas particulièrement conservatrice. La Finlande, la Grande-Bretagne récemment avec cette histoire de la Tavistock et l'affaire Kirabel. Tous les pays vraiment qui sont allés très très loin euh, reviennent sur ce modèle-là. Mais on vous fait du chantage en disant, voilà, si on ne fait pas ça, les jeunes vont se suicider. Je ne sais plus quelle était votre deuxième question. La C'était deuxième la partie. question par rapport à si c'est passager ou pas, ce Ah, phénomène. si c'est, Voilà, un alors, petit peu. alors, il faut espérer que comme pour l'anorexie mentale, ça va passer. Enfin, en tous les cas, le phénomène de contagion, on va en prendre conscience. Certains, et moi je suis pas loin de penser la même chose qu'eux, mais certains critiques de genre ou certains détransitionneurs disent que c'est probablement le plus grand scandale depuis, depuis la lobotomie. Vous savez, la lobotomie, quand des gens avaient des pathologies psychiatriques très sévères et qu'on n'arrivait pas à s'en tirer, on proposait des lobotomies. Aussi pour arriver à réduire au silence des gens qui pouvaient être un peu gênants aussi. Euh, donc ça a été un scandale, hein. Ça a été un vrai scandale sanitaire, la lobotomie. C'est quelque chose qu'on a pratiqué jusque dans les années 60 à peu près. Et c'est interdit maintenant, bien sûr, hein. Et je pense on est dans quelque chose du même ordre. Merci, merci. Henri, Ce que j'espère, moi j'espère beaucoup des journalistes. Vous en avez en France, vous avez, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, ah, j'arrive plus à me souvenir de son nom. Elle avait fait un superbe reportage sur l'autisme et la façon dont l'autisme était pris en charge en France. Je la connais bien. J'arrive plus d'un seul coup, j'ai un trou. Mais je pense qu'il faut vraiment médiatiser tout ça. Il faut que il faut que ça se sache, je pense, vraiment. Moi, je suis atterré de voir que des confrères que je connais bien, hein, avec qui j'ai travaillé, sont en plein là-dedans. C'est-à-dire sont dans le déni total de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ils disent, parce que aussi, il y a le discours, mais nous, on encadre très, très bien tout ça. Alors déjà, une mauvaise pratique, on peut toujours bien encadrer une mauvaise pratique, ça restera une mauvaise pratique. Ça, c'est mon avis. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que à travers les associations militantes, vous avez beaucoup de personnes qui passent à travers les mailles du filet. C'est-à-dire que vous avez des associations qui donnent le nom de praticiens un peu complaisants qui vous prescrivent des hormones sans trop vous poser de questions. Mais tout ça, c'est très très facile de se procurer des hormones et de faire votre petite transition dans votre coin. À travers les réseaux sociaux, vous pouvez trouver assez facilement, même des mineurs, hein. J'ai vu des cas en France. Donc ça, c'est quelque chose dont on n'a absolument pas conscience. merci. Henri, la parole est à toi. On t'entend pas, sinon envoie-moi un texto, parce qu'on n'entend rien du tout.
Envoie-moi un texto et je pose la question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je pense que j'ai Jean-Vincent qui a mis son micro. Oui, je viens de voir. Oui, bonjour Maroun et bonjour tout le monde et bonjour Vincent. Merci beaucoup. Vincent, on se connaît depuis quand même très longtemps, même Ouais. si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci beaucoup pour ta présentation. J'avais l'impression, tu en avais parlé au tout début, que en fait, c'est ce qui pourrait peut-être permettre, en dehors d'un grand scandale sanitaire, de répondre un petit peu à ce problème-là, c'est la science, en fait. Ah, mais Et, euh, complètement. et le seul problème, c'est que on a tous peur que, bien évidemment, tous les lobbies soient contre les vrais résultats scientifiques prouvés avec de belles cohortes, etc., etc. Où est-ce qu'on en est de la recherche, en fait? Est-ce Alors, que la recherche en France est avancée? Est-ce que ça avance ou est-ce que, ben non, tout compte fait, il y a trop de pression de la part de la... alors, ouais, déjà, effectivement, la recherche a été longtemps entravée par les militants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions qui ont été prises en Grande-Bretagne, entre autres, mais aussi en Suède avant, il y a eu une revue systématique de toutes les études qui ont été faites. Et les revues systématiques, que ce soit celles du rapport CAS ou celles qui ont été faites en Suède, ont montré que le niveau de preuve d'une amélioration psychologique euh, par le protocole bloqueur de puberté, etc., chez les jeunes était extrêmement faible. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de preuve extrêmement faible et que ça ne justifiait pas qu'on prenne autant de risques. Donc il y a eu une revue systématique des études autour de ça, autour de ces protocoles, autour de ces pratiques. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas intégré ça en France. Hmm. Et effectivement, la science nous dit que ça ne vaut pas le coup de prendre autant de risques pour si peu de résultats. Ce qui est intéressant aussi, parce que j'avais vu une étude sur l'évolution des jeunes sous bloqueur de puberté. Et ce qui est très intéressant, j'ai fait tout à l'heure le parallèle avec l'anorexie mentale, c'est qu'on va trouver 30% de jeunes qui vont être améliorés par les bloqueurs de puberté. 30%. Sans qu'on sache si c'est lié au bloqueur ou à d'autres phénomènes. Parce qu'en général, dans l'étude néerlandaise, entre autres, ils recevaient aussi des soins psychiques. Hein. Donc voilà. 30% n'ont aucune amélioration, mais pas plus. Et 30% sont aggravés par les bloqueurs de puberté sur le plan psychique. Et je fais le parallèle avec l'anorexie mentale parce que quand j'étais interne, on disait qu'il y avait dans l'anorexie mentale, il y avait 30% de bons pronostics, 30% de pronostics moyens et 30% de pronostics catastrophiques. Mhm. Bon, moi, mon opinion sur la transition, pas sur celle des mineurs, je pense que celle des mineurs, il ne faut pas. Hein. C'est que, à titre palliatif, ça pourrait éventuellement être envisagé pour des gens qui ont des dysphories épouvantables, qui ont déjà tout essayé et pour lesquels on ne trouve rien. Mais ça ne devrait être utilisé qu'en dernière intention. Et ce qui me fait dire ça, c'est aussi les témoignages des détransitionneurs, parce que parmi les détransitionneurs, il y en a beaucoup qui restent dysphoriques, mais qui gèrent leur dysphorie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est les raisons pour lesquelles ils détransitionnent. C'est que très souvent, pour beaucoup d'entre eux, la transition n'a pas amélioré leur mal-être. Beaucoup disent que ça n'a pas amélioré leur mal-être. Alors, les militants trans disent oui, c'est à cause de la transphobie, c'est à cause du stigma social, c'est à cause du rejet familial, c'est à cause de ce qu'on appelle le mauvais passing, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à ressembler vraiment à une personne du sexe opposé. Eux, ce qu'ils disent, c'est la transition n'a pas amélioré mon mal-être. Ça n'a pas correspondu à mes attentes. Je vivais un syndrome de l'imposteur, quelque part. Je ne me sentais pas légitime.
Parce que mon rêve, c'est pas d'être, par exemple, je pense une personne masculine qui devient transféminine. Mon rêve, c'est pas de devenir une femme trans. Mon rêve, c'est d'être une vraie femme. Et je réalise à un moment donné que c'est impossible. Et donc, mon mal-être, il faut que je trouve une autre solution que ça. Ça n'a pas réussi à améliorer mon mal-être. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Et les détransitionneurs nous en apprennent beaucoup. Et il y a pas de différence entre un trans et un détrans. Au départ, c'est les mêmes. Certains sont des autogynéphiles, certains sont des homosexuels, enfin, jeunes, enfin, bon, j'arrive plus à retrouver le terme, enfin, des gender non conformes. Ce sont des gens qui ont une non-conformité de genre extrêmement importante. Euh, il y a tous les tableaux possibles, autant dans la détransition que dans la transition. C'est les mêmes. Certains sont épouvantablement dysphoriques et certains restent très dysphoriques après leur détransition. Et ils luttent contre ça, mais ils contrôlent. Ils apprennent à contrôler. La question, merci Jean-Vincent. La question de Henri est la suivante, il m'a envoyé un message. À entendre les dangers des traitements hormonaux, comment se fait-il que l'Académie de médecine, l'Agence du médicament ou le Conseil scientifique du gouvernement ne réagissent pas? Alors, l'Académie de médecine a fait un très beau texte en disant qu'il fallait être extrêmement prudent et vigilant. Ils ont revu la littérature et ils étaient plutôt effectivement dans la retenue. Malheureusement, il y a eu un texte de l'Ordre des médecins qui préconisait l'affirmation de genre. Et ce texte a été influencé par des gens que je connais, qui sont des gens de la Salpêtrière, qui pratiquent l'affirmation de genre. Je connais très bien, hein, c'est un ancien chef de clinique à moi et une ancienne de mes internes. Donc, c'est des gens que je connais bien, malheureusement, et qui sont dans cette idéologie de l'identité. C'est-à-dire, pour eux, ça fait partie de la diversité des identités. On est en plein dedans. Alors que ça, enfin, je n'arrive pas à comprendre comment des gens qui sont des scientifiques raisonnent avec des arguments qui sont idéologiques, qui sont quasi religieux. C'est là où il y a un problème. Ça reste. Voilà. Et en France, on a un discours qui est contradictoire entre l'avis de l'Académie de médecine et l'avis de l'Ordre des médecins. Mais on est extrêmement, comme je disais, c'est le thème de cette conférence, c'est une médecine sous influence. Parce qu'on est influencé par des militants. Et ça ne devrait pas être le cas. Il y a eu, je crois, la HAS avait fait une réunion pour décider effectivement des protocoles, etc., concernant les mineurs. Alors, il y a eu effectivement quelques membres, je crois, membre d'un groupe de famille d'hypomanie, mais vous aviez des militants. Et dans les décisions qui concernent, alors ça c'est encore, moi, ça me met hors de moi. À la Salpêtrière, lorsque vous avez une décision de chirurgie ou de transition concernant un mineur, parmi les gens qui vont, enfin, parmi l'équipe de gens qui sont censés orienter la décision, vous avez un représentant d'une association trans. C'est déjà biaisé. Ah ouais, ouais, non, mais on n'est plus dans on n'est plus dans un raisonnement médical là. On est dans quelque chose d'autre. Je sais pas quoi, mais c'est plus de la médecine. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Sinon, j'en ai deux moi-même.
Je poserai ma première question. Vous avez parlé tout à l'heure quand vous parlez des identités, de l'identité et la Oui, science, en fait. C'était au début, l'identité et la science. oui, Est-ce oui. qu'il y a quelque chose qui confirme? Mais je ne sais pas si vous avez évoqué la question de l'identité quand même, qui est confirmée par la génétique, par les neurosciences, l'identité masculine, féminine. Ça n'a pas de valeur dans ce domaine, scientifiquement parlant. Quand on parle d'identité, enfin, quand ces gens-là parlent d'identité, c'est du domaine du ressenti. Ah voilà. C'est du domaine du ressenti. Euh, il faut traduire, hein. Euh, Parce qu'évidemment, enfin, on a une identité sexuée qui est biologique, et qu'on peut pas changer, hein. Et d'ailleurs, très souvent, enfin, il y a cette prise de conscience chez les personnes des trans, hein, qui disent bah oui, je peux pas changer ça, et je serai toujours un homme ou je serai toujours une femme. Euh, c'est comme si cette identité biologique, c'est comme s'il y avait une espèce de scotome et qui ne voyait plus ça. Je pense que les personnes qui supportent de rester trans, elles sont capables de s'aveugler de façon durable. Alors, il y a toute une polémique aussi sur le nombre des transitionneurs, hein, euh, parce que des chiffres anciens disaient que ça concerne moins de 1% des personnes qui font une transition. Alors, ça, c'était déjà à l'époque où il n'y avait pas l'affirmation de genre, déjà. C'était des études où vous aviez plus de 30% des personnes qui étaient perdues de vue, c'est-à-dire les centres de transition, enfin, qui s'occupaient de ça, perdaient de vue plus de 30%. Donc, est-ce que ces 30%-là, vous en aviez combien qui détransitionnaient, qui arrêtaient leur traitement, etc., sans rien dire? Personne ne le sait. Ensuite, vous pouviez en avoir qui se suicidaient aussi, hein. Donc là, on n'était pas vraiment au courant, hein. Euh, actuellement, Actuellement, certaines études vont jusqu'à dire qu'il pourrait y en avoir. Ah oui, et puis il y a aussi le fait que les études, c'était des études à court terme, c'est-à-dire que des études de moins de 2 ans. Donc effectivement, vous en avez assez peu qui détransitionnent au bout de 2 ans seulement. Moi qui étudiais ça, il y a des détransitionneurs qui détransitionnent jusqu'à 30 ans après une transition. Il y a un cas comme ça, c'est un Jamaïcain qui vit en France d'ailleurs, il s'appelle Ricardo Sims. Il a vécu pendant 30 ans comme une femme. Et puis au bout de 30 ans, alors c'était très, très influencé par une conversion protestante évangélique, hein, il a un discours très... Mais généralement, vous en avez beaucoup qui détransitionnent après 7, 8 ans. Donc ça peut durer longtemps, hein. Ça peut durer longtemps et ça peut faire des sacrés dégâts. Merci. Une deuxième question d'ordre un peu méthodologique. Je suis intéressé par si vous avez l'article ou les références sur la question du développement du cerveau et la décision à 20-25 ans, quand on a le cerveau un petit peu. Ça m'intéresserait bien si c'est possible. Et si c'est possible, on nous envoie quelques références sur ce sujet, comme ça je peux partager avec tout le monde, parce qu'il y a Ok, pas mal d'idées intéressantes que ok, j'ai ouais, notées moi-même. j'ai pas tout dit, hein. Ok, ok, ok. Ouais, je vais essayer de retrouver ça parce que j'avais compilé certaines choses. Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle France des Trans. Alors, c'est un groupe fermé parce que donc c'est réservé, c'est une page un peu support pour des personnes des trans. J'ai créé ça avec une personne des transitionneuses qui s'appelait, qu'elle a changé de nom, du coup, elle est passée de son prénom, qui s'appelle maintenant Andromaque. Voilà. C'est une femme et une maman
d'un jeune qui est en transition. Voilà. Donc ça s'appelle France des Trans. Vous pouvez demander à participer au groupe parce que là, je mets beaucoup de témoignages et aussi d'articles. Donc il y a des articles de presse, il y a des articles scientifiques. Je peux en retrouver là-dessus, oui. Ouais. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture? Non. En tout cas, merci beaucoup, docteur Rouillet. Vraiment, moi, c'était un nouveau monde aujourd'hui avec Ah cette ouais, 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 conférence. c'est un nouveau monde, Un, oui. un très grand merci d'avoir accepté. Merci à toutes les personnes en fait, à vous tous qui êtes présents ce soir. Juste pour rappel, pour les prochaines réunions, j'ai mis à jour un petit peu le programme sur le site parce que j'ai une autre conférencière qui a accepté d'être parmi nous au mois de mars. C'est Madame Marion Sigaud, qui est historienne et femme de lettres et conférencière, qui va nous parler de l'éducation sexuelle, notamment dans les écoles, un sujet qui est intéressant. Et nous avons parmi nous ce soir deux conférenciers. Il y a Dr Margaret Peters qui va nous parler au mois de février du thème genre et gouvernance mondiale. Donc, ça va un petit peu compléter cette soirée sur un autre niveau. Et Dr Jean-Vincent Aubineau qui va clôturer l'année en principe avec son thème éthique et pratique médicale, le cas de l'anesthésie pédiatrique. Voilà, pour changer un peu de registre. Le mois prochain, ça sera donc le 7 décembre avec un sujet très intéressant. C'est la coercition reproductive et contrôle biopolitique en Russie, de la révolution bolchevique à nos jours. C'est une jeune doctorante en éthique biomédicale qui a un master en philosophie que j'ai rencontrée à Varsovie le mois dernier. Et voilà, donc elle sera présente parmi nous pour ce thème. Je vous remercie de votre présence et vous pouvez revoir cette séance à partir de minuit. Bon, vous allez dormir, mais elle sera disponible sur mon site, sur la même page d'inscription. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, puis j'envoie Merci, au revoir. les Merci, au revoir. articles. Bonne soirée. Ok.